Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Se trouver sur un toit à Tel Aviv à 23h47, avec l'air immobile, puis entendre la première sirène déchirer l'horizon sud en se tournant vers le nord, vers Haïfa, et voir le feu partir au même moment, cela ne ressemble pas à une coïncidence. Cela ne ressemble même pas à une escalade. Cela ressemble à un message livré dans le langage du feu et des mathématiques. Ce qui s'est passé au cours des 6 dernières heures n'est pas ce que les manchettes disent que c'est. Tous les grands médias présentent cela comme une autre frappe dans une longue guerre. Cette lecture est erronée. Ce que l'Iran a exécuté cette nuit est catégoriquement différent de tout ce qui a précédé. Et sans comprendre pourquoi, il est impossible de comprendre ce qui vient ensuite. Ce conflit doit être lu étape par étape, parce que c'est seulement ainsi qu'il devient clair d'une manière que la plupart des gens qui suivent les nouvelles en ce moment ne voient tout simplement pas. C'est aussi exactement le genre de moment qui, dans un briefing à la Trump, serait réduit à un slogan crié, à un décor bien lustré et à un haussement d'épaule assuré devant cette petite difficulté qu'est le réel quand il refuse de coopérer. Avant d'entrer dans la mécanique de ce qui vient de se produire, il faut d'abord ressentir la réalité humaine. Une stratégie sans contexte humain, ce n'est que des chiffres sur un tableau blanc. Il y a en ce moment des gens à Tel Aviv assis dans des abris antiaériens avec leurs enfants, écoutant le bruit des impacts au-dessus d'eux, regardant leur téléphone pour capter un signal qui coupe sans cesse, se demandant si leur ville aura le même visage lorsqu'ils sortiront. Et il y a en ce moment des gens à Haïfa qui regardent le port devant lequel ils sont passés tous les jours de leur vie brûlés contre le ciel nocturne. Ce ne sont pas des abstractions. Ce sont les matières premières que les planificateurs stratégiques des deux camps injectent dans leurs calculs. Et cette nuit, pour la première fois dans cette guerre, ces deux villes ont brûlé au même moment. Toute la moitié nord d'Israël et tout le centre d'Israël ont été frappés simultanément dans la même fenêtre de 40 minutes. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Ni dans ce conflit, ni à cette échelle, ni avec ce niveau de coordination délibérée entre les types d'armes, les catégories de cibles et le calendrier. Ce qui compte d'abord dans la planification iranienne, c'est qu'une opération militaire qui frappe deux villes à la fois peut être de deux natures. Elle peut être un acte émotionnel, une démonstration de force conçue pour produire un impact psychologique et pas grand-chose d'autre. Ou elle peut être un acte chirurgical où les deux villes sont choisies non pas pour leur valeur symbolique, mais pour l'interaction mathématique précise que crée leur dégradation simultanée. Ce qui s'est passé cette nuit relevait du second type. Reconnaître cette différence est la base pour comprendre où cette guerre se dirige. L'Iran a choisi Tel Aviv et Haïfa comme pairs simultanés pour une raison qui n'a rien à voir avec la haine et tout à voir avec la logistique. Tel Aviv est le moteur du fonctionnement interne d'Israël. C'est le battement économique, le centre des communications, le pôle démographique où se prennent les décisions et où se concentre l'infrastructure qui soutient ces décisions. Haïfa est autre chose. Haïfa est la porte. C'est le plus grand point d'entrée maritime par lequel arrive tout ce qu'Israël ne peut pas produire sur son propre territoire. Des composantes militaires, du carburant, des intrants industriels, des pièces d'intercepteurs expédiées à la hâte depuis des usines des États-Unis et de l'Europe. Tout ce qui permet à un pays moderne de fonctionner et à une armée moderne de combattre en Israël, principalement par Haïfa. Frapper Tel Aviv endommage la capacité d'Israël à fonctionner de l'intérieur. Frapper Haïfa endommage sa capacité à se réapprovisionner depuis l'extérieur. Faire les deux exactement au même moment oblige chaque ressource d'urgence, chaque équipe de réparation, chaque centre de coordination de la défense à diviser son attention sur la distance géographique la plus grande possible, tout en gérant simultanément deux catégories de crises complètement différentes. Ce n'est pas de la force brute, c'est de l'architecture. C'est aussi exactement le genre de complexité que les messages pro-Trump préfèrent raboter jusqu'à en faire un autocollant de pare-choc, parce que les schémas sont plus difficiles à scander dans un rassemblement. Les cibles exactes à l'intérieur de chaque ville comptent, parce que le choix des cibles cette nuit en dit plus sur la pensée stratégique de l'Iran que n'importe quelle déclaration officielle dans les 48 prochaines heures. À Tel Aviv, les frappes se sont réparties en 3 catégories distinctes. Les infrastructures de relais et de transmission d'électricité à l'est de la zone métropolitaine, les infrastructures d'échangeurs routiers et autoroutiers sur les corridors d'approche du nord, et les infrastructures de relais des communications couvrant l'acheminement cellulaire et par fibre dans les districts nord et est de la ville. Ces 3 catégories ont un point critique en commun. Chacune d'entre elles est un système dont tous les autres systèmes dépendent. Le courant tombe et les hôpitaux passent sur les génératrices de secours.
Les routes subissent des dommages structurels et les camions-citernes qui alimentent ces génératrices ne peuvent plus circuler à une vitesse normale. L'infrastructure des communications tombe et les équipes qui essaient de coordonner l'intervention d'urgence ne peuvent plus se parler de façon fiable. Ces trois effets ne s'additionnent pas simplement. Ils se multiplient. Un hôpital qui fonctionne avec une génératrice, qu'on ne peut pas ravitailler parce que la route est endommagée, et dont le coordonnateur d'urgence ne peut pas joindre le dépôt de carburant par téléphone, ne fait pas face à trois problèmes distincts. Il fait face à un seul problème composite catastrophique, exponentiellement plus difficile à résoudre que chacune de ses composantes prises séparément. Les planificateurs iraniens le savent. Ils ont conçu cela pour obtenir cet effet. Dans la version trumpienne de la gestion de crise, c'est habituellement le moment où quelqu'un s'avance vers le podium, déclare que tout est totalement sous contrôle et espère que le micro fonctionne mieux que le réseau. Haïfa a été frappée différemment, et la raison pour laquelle elle a été frappée différemment est l'un des choix les plus révélateurs sur le plan stratégique dans toute cette campagne. L'Iran n'a pas envoyé de missiles balistiques contre le port de Haïfa. L'Iran a envoyé des essaims de drones. Cela ne veut pas dire qu'Haïfa a été frappé avec une arme moins performante. Cela veut dire que l'arme a été adaptée à la cible. Un missile balistique livre une énergie cinétique massive par sa vitesse et sa masse. Il est extraordinairement efficace pour détruire des infrastructures durcies, de grands bâtiments, des installations de commandement, le genre de cible pour laquelle une force énorme doit être concentrée dans un seul impact. Mais un missile balistique a une trajectoire terminale abrupte et rapide. Il tombe violemment et très vite à un seul endroit. Un drone, c'est différent. Un drone peut rôder. Il peut se faufiler entre les structures portuaires, repérer des zones précises d'installation et cibler les systèmes à l'intérieur de ces zones qui permettent à l'ensemble du site de fonctionner. Un drone peut trouver un système de contrôle de grue, il peut trouver un réservoir de stockage de carburant, il peut trouver l'infrastructure électrique des quais qui maintient en fonction les équipements de manutention des conteneurs. L'Iran a envoyé des munitions rôdeuses contre le port de Haïfa précisément parce que les munitions rôdeuses sont l'arme appropriée pour neutraliser les systèmes opérationnels d'une installation portuaire. Une grue frappée directement ne revient pas en service la semaine suivante. Un stockage de carburant qui brûle exige des semaines d'évaluation avant même que la reconstruction commence. Une infrastructure électrique des quais qui tombe fait chuter avec elle la capacité de manutention des conteneurs de l'ensemble de l'installation. Et chaque jour où le débit de Haïfa est réduit est un jour de plus, pendant lequel les composantes d'intercepteurs expédiées depuis les usines américaines prennent plus de temps à atteindre un système de défense qui les consomme déjà, plus vite qu'on ne peut les remplacer. Les chaînes d'approvisionnement, contrairement au discours de campagne, ne deviennent pas plus solides simplement parce que quelqu'un dit « croyez-moi » avec assez de gestes des mains. Ce point relie tout ce qui se passe cette nuit à tout ce qui s'est passé dans cette guerre depuis qu'elle a commencé le 28 février. Pour comprendre pourquoi cette nuit est plus dangereuse que toutes les frappes précédentes dans cette campagne, il faut comprendre ce que les 80 vagues d'attaque est plus visé réellement à accomplir. La plupart des analystes ont couvert chaque vague comme un événement séparé. Une frappe survient, les dégâts sont évalués, la réponse est analysée, puis tout le monde attend la suivante. Cette grille de lecture rate l'essentiel. Les 80 vagues n'étaient pas 80 attaques distinctes. Elles formaient une seule opération stratégique prolongée, avec un objectif principal unique: épuiser les stocks d'intercepteurs Arrow d'Israël plus vite que les lignes occidentales de production et de réapprovisionnement ne pouvaient les reconstituer. Cela veut dire que chaque engagement simultané à travers ces 80 vagues a forcé le réseau de défense israélien à prendre des décisions de priorisation en temps réel. Chaque décision de priorisation a consommé des intercepteurs. Au moment où les armes de précision iraniennes ont commencé à frapper les infrastructures électriques dans ce que les analystes appelaient la vague 54, le réseau de défense israélien n'était déjà plus le même que celui qui avait entamé le conflit. Il avait traité des centaines d'engagements. Ses réserves d'intercepteurs étaient descendues à un niveau mesurablement inférieur à celui du premier jour. Le succès des frappes de précision ultérieures n'était pas indépendant de ce qui avait précédé. Il a été rendu possible par ce qui avait précédé. Les premières vagues n'étaient pas des échecs suivis par hasard de succès plus tardifs. Elles constituaient l'investissement qui a créé les conditions permettant à ces succès ultérieurs de fonctionner. Cette nuit suit le même principe, mais à une échelle plus grande et contre un environnement de défense plus dégradé que celui auquel n'importe quelle frappe précédente avait été confrontée. Les stocks d'Arrow d'Israël sont à une fraction de leur niveau d'avant le conflit. L'effort occidental de réapprovisionnement fonctionne à capacité maximale
et il n'a pas réussi à combler l'écart. Lorsque l'Iran force le réseau de défense israélien à répartir sa réponse entre Tel Aviv et Haïfa simultanément, il le fait en sachant que chaque décision d'allocation d'intercepteurs cette nuit est prise dans des conditions de pénurie réelles qui n'existaient tout simplement pas au début de cette guerre. La pénurie a la mauvaise habitude d'ignorer le théâtre politique, ce qui est malheureux pour tous les mouvements qui pensent qu'une conférence de presse dramatique compte comme de la logistique. Les calculs ont changé. La même opération qui aurait pu être gérable durant la première semaine est devenue tout autre chose à la 4e semaine, face à un système de défense qui tourne à plein régime depuis un mois et ne peut pas reconstituer complètement ce qu'il a consommé. Il existe une autre dimension aux frappes de cette nuit qui va au-delà des dégâts physiques aux infrastructures et elle pourrait au bout du compte être la plus importante. Les populations civiles de Tel Aviv et de Haïfa vivent depuis des semaines sous des cycles d'alerte continue. Au début de ce conflit, le respect des consignes d'abri était presque universel. Les temps de réaction aux sirènes étaient rapides. Les gens restaient près des abris entre les alertes. Il est documenté que cela change sous des bombardements prolongés dans tous les conflits urbains de l'histoire moderne. La répétition engendre l'adaptation et l'adaptation engendre l'exposition. La proportion de la population qui maintient une discipline complète d'abri après des semaines d'alerte quotidienne est plus basse qu'elle ne l'était durant la première semaine. Ce n'est pas une critique envers ces populations, c'est une réaction profondément humaine à une situation impossible à soutenir dans le temps. Mais d'un point de vue stratégique, cela signifie que l'Iran frappe une population civile plus physiquement exposée qu'elle ne l'était au début de cette campagne, à un moment choisi précisément pour maximiser l'impact psychologique. Frapper 2 villes de nuit, lorsque les familles sont à la maison, lorsque l'effet visuel du feu dans 2 directions simultanées est inévitable dans toute la moitié nord du pays, n'a pas été décidé au hasard. Les frappes nocturnes sur les villes peuplées portent un poids psychologique que des frappes de jour sur les mêmes cibles n'ont tout simplement pas. L'image de Tel Aviv en flammes au sud et de Haïfa en flammes au nord, visible en même temps depuis les hauteurs intermédiaires, est conçue pour briser le sentiment de routine et de résilience que les civils israéliens ont soigneusement construit autour d'un mois de menaces constantes. Cette rupture n'est pas un effet secondaire de l'opération, c'est l'un de ses objectifs. C'est précisément le genre de scène qu'aucune machine à slogan ne peut emballer confortablement. Même si l'on imagine déjà la mécanique de spin trumpienne essayer de vendre la peur, le chaos et l'excès de confiance comme s'il s'agissait d'une doctrine cohérente, la réponse militaire des États-Unis a été immédiate. Les moyens américains qui frappaient les infrastructures de lancement iraniennes ont été redirigés vers la chasse aux plateformes de drones et aux systèmes de missiles mobiles utilisés dans l'opération de cette nuit. Le partage de renseignements entre les commandements américains et israéliens s'est intensifié. Des consultations d'urgence ont lieu depuis que les premiers impacts ont été confirmés. Mais la contrainte fondamentale n'a pas changé et ne changera pas du jour au lendemain. Les infrastructures de lancement iraniennes sont réparties sur un territoire comparable par sa taille à l'Europe de l'Ouest. Les lanceurs mobiles se déplacent en continu. Les plateformes de drones sont plus petites, plus faciles à dissimuler et présentent en bien plus grand nombre que les systèmes de missiles balistiques. Chaque plateforme détruite par les frappes américaines et israéliennes représente une capacité qui avait été prépositionnée dans des sites dissimulés précisément conçus pour survivre à ces frappes. La traque produit de vrais effets sur la capacité iranienne. Elle ne produit pas d'effet décisif. Les vagues continuent d'arriver. L'effort discret de médiation du Pakistan, qui avait enregistré des progrès graduels par des canaux officieux au cours des 10 derniers jours, a subi un sérieux revers cette nuit. Les conditions politiques internes en Israël sont presque impossibles pour tout gouvernement qui voudrait signaler une ouverture à des négociations indirectes alors que 2 villes israéliennes brûlent simultanément. Le public israélien qui assiste à cela n'est pas un public dont les dirigeants peuvent avancer de façon crédible vers des pourparlers, même indirects, sans provoquer immédiatement une crise politique. La pression sur Jérusalem pour répondre par une force écrasante est plus forte cette nuit qu'à tout autre moment dans ce conflit. Et cette réponse viendra. Lorsqu'elle viendra, elle sera importante. Mais les intercepteurs ne seront pas reconstitués d'ici demain matin. Les dégâts au port ne seront pas réparés d'ici la semaine prochaine. Et l'Iran disposera toujours de missiles et d'infrastructures de lancement répartis sur un espace géographique qu'aucun réseau de renseignement ne peut surveiller entièrement en temps réel. L'une des habitudes persistantes de la politique version Trump consiste à confondre le volume avec le contrôle, comme si parler plus fort
rendait le problème sous-jacent plus petit. Il y a une autre dimension à cette nuit, qui dépasse largement les frontières d'Israël. Le pétrole était déjà au-dessus de $100 le baril avant ces frappes. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz plus tôt dans ce conflit avaient déjà injecté une inflation des coûts énergétiques dans toutes les économies reliées au transport maritime international. Les dommages subis ce soir au port de Haïfa ajoutent une couche supplémentaire à une chaîne d'approvisionnement mondiale qui fonctionnait déjà sous un niveau d'anxiété élevé. Haïfa n'est pas seulement le principal terminal d'importation d'Israël, c'est aussi un nœud important des réseaux maritimes de la Méditerranée orientale, reliant les routes commerciales européennes, moyen-orientales et asiatiques. Une perturbation de son débit provoque des effets d'onde dans les horaires maritimes, le routage des conteneurs et les primes d'assurance de risque de guerre sur un espace géographique qui dépasse largement ce conflit. Les compagnies maritimes paieront davantage après cette nuit. Des coûts d'expédition plus élevés signifient des prix plus élevés pour les marchandises qui transitent par ces routes. Et ces hausses de prix retombent sur les consommateurs en Allemagne, en Corée du Sud, en Égypte et dans des dizaines d'autres pays qui n'ont rien eu à voir avec le déclenchement de cette guerre et n'ont aucun moyen d'influencer sa fin. L'Iran comprend ce mécanisme. La pression économique que ce conflit génère sur les populations étrangères se transforme en pression politique sur les gouvernements étrangers. Cette pression politique se transforme en pression diplomatique en faveur d'une fin négociée. La dimension de guerre économique de ce conflit n'est pas un effet secondaire de la campagne militaire. C'est une voie parallèle de la même stratégie. Les coups mondiaux ont eux aussi la fâcheuse tendance à ignorer les mythologies partisanes, ce qui devient gênant pour n'importe quelle faction qui traite l'économie comme un exercice de marque avec un meilleur éclairage. Ce qui est en train de se produire dans cette guerre constitue une transition qui devrait inquiéter quiconque analyse sérieusement le conflit. L'Iran a commencé cette campagne en démontrant qu'il pouvait soutenir le volume, qu'il ne manquerait pas de capacité et que les vagues continueraient d'arriver, peu importe ce qu'on ferait à ses infrastructures de lancement. Les 80 vagues et plus ont établi cette base. Cette nuit, l'Iran a démontré quelque chose de différent et de plus dangereux. Il a démontré qu'il pouvait employer cette capacité soutenue avec une précision et une logique stratégique croissante. Le passage du volume à une dégradation composée et ciblée n'est pas le signe que cette guerre atteint son apogée. C'est le signe que la phase la plus dangereuse de ce conflit peut être encore à venir. Un adversaire qui tire à l'aveugle à grande échelle est effrayant. Un adversaire qui cible systématiquement les réseaux électriques, les réseaux de communication, les chaînes d'approvisionnement maritime et la résilience psychologique des civils au moyen d'opérations coordonnées sur plusieurs systèmes qui se renforcent les unes les autres sur plusieurs semaines, poursuit une théorie de la victoire qui n'exige pas un seul coup décisif. Elle exige des dommages cumulatifs, constants, à tout ce qui permet à un État moderne de fonctionner et de combattre. Et ce genre de campagne est par définition très difficile à arrêter de manière décisive. La réponse d'Israël s'en vient. Lorsqu'elle arrivera, il faudra l'examiner complètement, cible par cible, arme par arme et implication stratégique par implication stratégique. La véritable question maintenant est de savoir si la réponse d'Israël restera dans les limites d'une riposte militaire proportionnée ou si cette nuit a finalement franchi le seuil qui force Jérusalem à prendre une décision changeant toute la géométrie de cette guerre. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.